Si t'es prêt, prends une grande aspiration, ferme les yeux et on va commencer à marcher ensemble dans le miroir du passé. Le soleil du matin se reflétait sur la surface pâle de la cour pavée et Genoveva se tenait droite face à sa mère. Elle n'avait que 13 ans, mais pour pouvoir un jour devenir la femme du comte, elle devait participer aujourd'hui à sa première cérémonie de blanchiment. Les servantes appliquèrent une poudre encore plus pâle sur sa peau déjà claire. Sur ses joues, on posa non pas un rose comme une rose, mais un bleu veineux. Enfin, on lui demanda d'ouvrir la bouche. Genoveva, hésitante, entr'ouvrit les lèvres quand La femme s'est approchée. Elle a pris un bâtonnet et a étalé un mélange foncé sur ses dents. Pas besoin de regarder dans le miroir, elle savait, ses dents devaient être complètement noires, parce que sa mère lui avait dit. Une fille à la peau claire avec des dents noires, ça sent la richesse. Mais Genoveva, en se regardant, ne dit pas la beauté, mais la peur. Au Moyen-Âge et à la Renaissance en Europe, la beauté, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Maintenant, avoir une peau saine, des dents toutes blanches et un look naturel, c'est ça la beauté. À l'époque, c'était tout l'inverse. Parce que la beauté, ce n'est pas juste une question d'apparence physique. C'est aussi un signe de classe sociale, un symbole culturel, voire un mode de vie mêlé à des croyances. Avoir la peau blanche, c'était indispensable pour être considéré comme beau. Mais cette blancheur n'était pas naturelle. Elle venait de la noblesse, du fait de ne pas sortir, de mener une vie à l'abri du soleil. Tandis que les paysans bronzaient en bossant au champ, les nobles restaient chez eux et utilisaient des poudres au plomb pour rendre leur peau encore plus blanche. Ces poudres, avec le temps, même si ça provoquait des boutons, des blessures, voire la mort, les règles impitoyables de la mode ne changeaient jamais. À côté de la peau blanche, un autre critère esthétique qui attirait l'attention, c'était les dents noires. Surtout au XIVe et XVe siècle, quand le sucre était encore cher et rare, ceux qui en consommaient souvent avaient les dents cariées et noircies. Ce côté abîmé était vu comme un signe de richesse. En gros, avoir les dents noires voulait dire que la personne pouvait se permettre de manger plein de sucreries. Les pauvres, eux, se faisaient remarquer avec leurs dents toutes blanches et en bonne santé, mais ça montrait juste qu'ils n'avaient pas de classe sociale. Certains nobles noircissaient leurs dents naturellement en utilisant des trucs comme la suie, le goudron ou les résidus de vin. Parfois, cette habitude devenait un rituel symbolique, un peu comme le ohaguro au Japon. Pour les femmes, se noircir les dents avant de se marier, c'était vu comme un signe de beauté traditionnelle. Mais cette idée de beauté ne se limitait pas qu'à l'apparence physique. On pensait que les femmes à la peau claire, avec des dents noires, étaient délicates, élégantes et de la haute société. Ces critères les tenaient à l'écart du boulot, du soleil. Ça créait une frontière artificielle entre les champs et donc entre les classes populaires. La beauté, ce n'était pas naturel, c'était un privilège qu'on achetait et qu'il fallait entretenir. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée était plus flexible chez les hommes. Les critères sur la couleur de peau étaient moins stricts pour eux. Mais eux aussi se badigeonnaient de poudre, mettaient des gants et mettaient trop de parfum pour cacher la sueur et le naturel, parce que la mauvaise odeur, c'était celle des classes populaires. Tout ce look, c'était juste pour le paraître. Ça n'avait rien à voir. C'était aussi une façon d'exprimer le respect envers Dieu, l'attachement à la structure sociale et l'alignement avec la hiérarchie sociale. En gros, quand une jeune fille se faisait belle, elle représentait en fait non seulement elle-même, mais aussi la classe sociale à laquelle elle appartenait. Malheureusement, ces attentes mettaient une énorme pression sur les femmes. Le corps devenait un champ de bataille. Les poudres à base de plomb empoisonnaient la circulation sanguine. Les produits chimiques utilisés réduisaient la fertilité et provoquaient des infections cutanées. Mais toute cette souffrance incarnait une beauté noble. C'était accepté comme un prix. Avec le temps, le sucre est devenu moins cher. Tout le monde pouvait en avoir. Ceux qui avaient les dents noires, ce n'étaient plus seulement les riches, mais aussi les pauvres. Ça a mis fin à la mode des dents noires. Au XVIIe siècle, la notion d'esthétique a changé. Avoir les dents blanches est devenu un signe de distinction. La peau claire se gardait toujours, mais maintenant, il fallait aussi que les dents brillent. Ce changement, ce n'est pas la structure sociale qui a évolué, mais l'accès économique. Aujourd'hui, quand on regarde le goût de beauté d'avant, ça nous semble bizarre, voire drôle. Ça peut arriver, mais à cette époque, une fille, en se regardant dans le miroir, ne voyait pas son propre visage. Elle vivait selon ce que les autres y verraient. Peau blanche, dents noires.
Ce n'étaient pas que des détails physiques, c'étaient des symboles de statut, d'appartenance, de foi et d'obéissance. L'air portait la fraîcheur d'avril, mais la jeune fille à l'intérieur de la maison regardait son reflet, en sueur. Sur son front, un sparadrap fraîchement collé attirait l'attention. Sa mère hocha la tête, satisfaite. « Maintenant, tu ressembles à une vraie demoiselle, » dit-elle. La fille fronça encore plus les sourcils. Elle remarqua qu'elle avait l'air ouverte, mais elle ne pouvait pas dire si c'était joli ou moche. Dehors, les oiseaux chantaient, et à l'intérieur, une petite fille réapprenait ce que ça voulait dire d'être belle. Pendant la Renaissance et les siècles qui ont suivi, surtout en Europe de l'Ouest, la beauté chez les femmes n'était pas juste un truc naturel, c'était presque un boulot dans lequel il fallait investir du temps et des efforts. Et l'une des pratiques de beauté les plus emblématiques et surprenantes de cette époque, c'était d'agrandir le front. Avoir un front beau, c'était un des critères d'élégance les plus importants à cette époque. Un front haut, large. Les femmes à la police étaient associées à la noblesse et à l'élégance. Pour ça, on leur rasait les cheveux, parfois on les arrachait à la racine ou on forçait délibérément la chute des cheveux sur le devant du crâne. Pour ce faire, les femmes utilisaient parfois des rasoirs bien tranchants, parfois des lotions spéciales mélangées avec du vinaigre. Ces méthodes étaient douloureuses et irritaient la peau. Mais la beauté avait un prix, et ce prix se payait en silence. Chaque fois qu'elles se regardaient dans le miroir, elles ne voyaient pas leur propre visage, mais les attentes de la société, un visage de haute lignée. On associait ça à un esprit intellectuel. Même les artistes reflétaient cette idée dans leurs tableaux. Regardez, La naissance de Vénus de Botticelli, ou les femmes dans les tableaux de Léonard de Vinci, comme la belle ferronnière, toutes ont le front étonnamment large. Ce n'était pas un hasard, c'était une mode, et cette mode laissait des traces, autant physiques que psychologiques. Avoir le front dégagé, ce n'était pas juste une question d'esthétique, c'était aussi un signe de soumission et d'adaptation à l'ordre social. Les femmes ne faisaient pas ça juste pour être belles, mais pour appartenir. Ils le faisaient aussi pour montrer leur classe sociale. Ce comportement, c'était leur façon silencieuse de dire « c'est comme ça que je suis, prenez-le ou laissez-le ». À cette époque, une femme ne criait pas vraiment, mais elle devait avoir le front haut. Les cheveux, dans beaucoup de cultures, c'est un symbole de féminité. Pourtant, ici, quelques centimètres de front dégagé étaient presque considérés comme une honte. Surtout les jeunes filles qui grandissaient près de la cour ou dans des familles nobles. Dès qu'elles entraient dans l'adolescence, elles commençaient à se dégager le front. C'était une sorte de rite de passage, un passage de l'enfance, comme une célébration silencieuse du passage à la féminité. Cette pratique ne se limitait pas qu'à l'apparence physique. En découvrant leur front, les femmes donnaient aussi un peu d'elles-mêmes, parfois leur liberté, parfois leur personnalité. Et souvent ce sacrifice passait complètement inaperçu. Ni dans les livres d'histoire, ni dans les pages écrites par les hommes, cet effort de beauté me trouvait sa place. Mais sur les visages des femmes, dans leurs yeux, dans leur silence, il en restait toujours des traces. Avec le temps, cette mode a changé. Quand arrivait une nouvelle reine ou un peintre, quand on cherchait une autre esthétique, les fronts se recouvraient à nouveau de cheveux. Mais même si ces modes temporaires changeaient, la pression sociale que subissaient les femmes restait la même. Parce que le problème n'était pas juste les cheveux, c'était surtout une question d'appartenance, de conformisme, d'obéissance. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, cette idée de beauté qui nous paraît bizarre cache une histoire bien plus profonde. Le fait que les femmes sacrifient leur corps pour la beauté, qu'elles vivent selon des règles invisibles de la société et qu'elles acceptent tout ça sans jamais remettre en question, c'est ça qui se cache derrière ces fronts. C'était ça la vraie réalité. Peut-être que ce jour-là, la petite fille qui regardait dans le miroir n'ouvrait pas seulement son front, mais aussi son avenir. Sans s'en rendre compte, à chaque centimètre de cheveux qui tombait, elle disparaissait un peu plus. Si ce récit t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de nous soutenir avec le bouton de remerciement en dessous pour qu'on puisse ensemble suivre les traces des douleurs invisibles mais ressenties à travers l'histoire. Parce que parfois, l'histoire se cache dans une poignée de cheveux. Allez, on continue. Le petit miroir tremblait dans ses mains. La lumière du matin devant la fenêtre éclairait son visage. Ça tombait pile. La jeune femme jeta un dernier regard à la pince qu'elle tenait. La voix de sa mère résonnait dans sa tête.
Une femme élégante ne porte pas de sourcils épais. Elle prit une grande inspiration, puis commença à épiler ses sourcils avec une attention presque religieuse. En vérité, ce n'étaient pas ses sourcils qu'elle blessait, mais elle-même, même si personne ne pouvait le savoir. Parce que c'était le poids silencieux de cette beauté. De la fin du Moyen Âge à la Renaissance, jusqu'à l'époque victorienne, le corps des femmes en Europe s'est modelé selon les normes imposées par la société. La conception esthétique de ces époques ne concernait pas seulement la mode, mais aussi la position de la femme dans la société. À l'époque, la société définissait la place, le statut, voire le silence de la femme. Une des pratiques les plus marquantes était de s'arracher complètement les sourcils. Aujourd'hui, la routine beauté d'une femme moderne consiste à accentuer, épaissir ou façonner ses sourcils. Mais dans les siècles passés, l'idéal de beauté était tout l'inverse. Pour un visage élégant, docile et discret, un front sans sourcils était presque une règle d'or. Les sourcils étaient vus comme le symbole de l'expression, de la résistance et du caractère. C'est pourquoi le fait qu'une femme n'ait pas de sourcils la faisait paraître plus douce, plus féminine et plus soumise. Surtout chez les femmes de la noblesse, cette pratique ne marquait pas seulement la beauté, mais aussi le statut, la noblesse et une bonne éducation. Un visage sans sourcils montrait aussi que la femme pouvait se permettre de consacrer du temps et de l'argent à son entretien, car cela demandait un soin constant. Il fallait les épiler au moins plusieurs fois par semaine. Parfois, on essayait même d'empêcher la repousse des poils avec du vinaigre ou des mélanges à base de plantes. Cependant, cette application laissait non seulement des traces physiques, mais aussi psychologiques. Avoir les sourcils épilés rendait en quelque sorte la femme indifférente, sans expression et incapable de montrer ses émotions. C'était d'ailleurs exactement ce qu'on cherchait. Une femme qui ne montre aucun sentiment, là juste pour être regardée. Comme un tableau, mais un tableau qui ne parle pas et ne résiste pas. Les artistes, les peintres n'ont pas été en reste pour refléter cette idée esthétique. Si on regarde les tableaux de la Renaissance, on remarque que les femmes y ont peu ou pas du tout de sourcils visibles, parce que ça ne représentait que ça. Ce n'était pas une mode, c'était l'expression d'un état d'esprit. Plus la femme perdait son expression, plus sa voix diminuait, et quand la femme se taisait, la société se sentait plus tranquille. Mais comment les femmes se sentaient-elles? Certaines avaient accepté ce processus. Les mères enseignaient cette tradition à leurs filles. Elles disaient que la première étape pour qu'elles deviennent une femme élégante passait par ses sourcils. Mais au fond, certaines ressentaient la douleur. Chaque poil arraché était comme s'en enlever un peu d'elle-même. Chaque regard dans le miroir, c'était revoir le moule que la société leur imposait. Et en plus, ce n'était pas réservé qu'aux nobles. Ce n'était pas le cas. Avec le temps, les femmes de la classe moyenne ont aussi commencé à copier cette mode, parce que la beauté ne vient pas seulement naturellement. Ça demande du boulot, et le prix à payer pour être comme la société veut, ça commence parfois par une pince à épiler et continue par des années de silence. Cette pratique a disparu, non pas parce que la notion de beauté a changé, mais parce que les femmes ont peu à peu revendiqué leur propre expression. Les sourcils sont revenus, les expressions sont réapparues. Les femmes ont commencé à parler. Mais dans les pages poussiéreuses de l'histoire, ce qui existait autrefois, des visages silencieux, sans expression, sans sourcils, nous montrent non seulement comment les femmes de cette époque devaient paraître, mais aussi comment elles ne devaient pas paraître. Aujourd'hui, quelques coups de crayon à sourcils pourraient symboliser une forme de résistance autrefois. Parce que la beauté, parfois, c'est une arme, parfois une chaîne, parfois un moyen de faire taire. Et dans cette histoire, les sourcils ne sont pas juste des poils. Ils sont expression, résistance et la trace d'un combat invisible. Devant une fenêtre fermée, une jeune femme se tenait là. Elle tenait un corset en soie. Sa mère s'apprêtait à l'habiller. « Je n'arrive pas à respirer », murmura-t-elle. Sa mère, elle, sourit. Une femme élégante ne respire pas, elle coupe le souffle. Elle serra plus fort le corset. Les côtes de la jeune fille s'enfoncèrent un peu plus, mais sa mère était satisfaite. La taille était désormais bien marquée. C'est dur d'expliquer tout ce que les femmes de l'époque victorienne sacrifièrent pour paraître gracieuses. Parce que ce sacrifice n'était pas juste physique, c'était aussi une chaîne sociale et psychologique. Et le maillon en métal de cette chaîne, c'était sans aucun doute le corset.
Aujourd'hui, quand on parle de lingerie, on pense plutôt à des tissus confortables et extensibles. Pas à ça. À l'époque, les femmes enfilaient dès le matin des corsets faits dans des tissus épais, renforcés avec des baleines en acier, qui serraient leur corps comme une vraie sculpture. Mais cette sculpture était vivante, et à chaque respiration, elle se faisait encore plus écraser. Le but des corsets n'était pas seulement d'affiner la taille, c'était aussi de redresser la poitrine, repousser les épaules en arrière, garder la posture de la femme dans les normes de la décence, et surtout de forcer le corps à rentrer dans l'idéal féminin. Cet idéal n'était souvent même pas réaliste. La taille affinée provoquait le déplacement des organes. Ça causait des problèmes de santé allant jusqu'à l'écrasement des poumons et la fracture des côtes. Même les médecins de l'époque étaient impuissants là-dessus. Beaucoup de jeunes filles, dont les os n'étaient pas encore complètement formés, étaient contraintes de porter ces corsets trop serrés, ce qui bloquait leur croissance. Parfois, leurs côtes restaient déformées de façon permanente. Mais face à ces dégâts physiques, la seule réaction de la société était « comme tu es élégante ». En réalité, cette élégance, c'était une sorte d'esclavage invisible. Les femmes étaient devenues étrangères à leur propre corps. Elles souffraient en s'asseyant, en respirant profondément. Elles avaient peur de s'évanouir. La circulation ralentit, l'estomac est comprimé et les évanouissements deviennent monnaie courante. C'est pour ça qu'on voit tellement de femmes qui s'évanouissent dans la littérature et les tableaux de l'époque victorienne, parfois à cause des émotions, parfois parce qu'elles manquent d'air. Mais c'est toujours la même cause, le corset. Et ces corsets, ce n'était pas juste un vêtement porté par les femmes, c'était aussi un signe de la bonne éducation d'une femme. Quand une fillette rencontrait son premier corset grâce à sa mère, elle n'était plus une enfant. Parce qu'être femme, c'est souffrir. C'était ça s'habituer. Apprendre à s'ennuyer en silence, à supporter avec un sourire. Et cette pression, elle n'était pas que physique, elle se faisait aussi bien sentir socialement. Une femme qui ne portait pas de corset pouvait passer pour relâchée, mal élevée, ou donner mauvais exemple autour d'elle. Dans la société, une femme était jugée non seulement sur sa silhouette, mais aussi sur sa façon de s'incliner devant cette silhouette. Du coup, les corsets, c'était pas juste un vêtement, c'était aussi un symbole de discipline. Mais tout a ses limites. À l'approche du XXe siècle, les femmes ont commencé à se révolter. Les droits des femmes. Alors que les mouvements prenaient de l'ampleur, les femmes devaient d'abord briser ces cerceaux de métal pour reprendre possession de leur corps. Des voix s'élevaient. On veut pouvoir respirer. Elles ont compris qu'elles n'avaient pas à mourir pour paraître élégantes. Et finalement, le corset n'était plus juste un accessoire de mode. Il a laissé place à des alternatives plus souples, saines et libres. Mais l'histoire nous murmure encore ces instruments de torture étroits, en acier baleinier recouvert de soie. Chaque murmure résonne comme le craquement d'une côte. À chaque souvenir, il y a une femme. Elle respire à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont droit non seulement de respirer, mais aussi de vivre pleinement dans leur corps. Et chaque corset doit être rappelé comme un symbole du moment où une femme a dû lutter contre son identité. Être élégante ne veut plus dire souffrir. Une femme descendait les marches d'une cathédrale. Elle avait les yeux baissés, mais tous les regards étaient rivés sur son chapeau. Cette drôle de coiffe qui s'étendait de chaque côté de sa tête, presque assez grande pour toucher les fenêtres, ressemblait à l'aile d'un oiseau flottant dans les airs, le vent. Elle vacillait en marchant, portée avec précaution sous les regards curieux. Mais personne ne se demandait si elle pouvait respirer, ni comment son cou supportait ce poids, parce que ce chapeau n'était pas juste un ornement, c'était un signe de statut. Ces coiffes typiques de la fin du Moyen-Âge, surtout de la période gothique tardive, s'appelaient énins. Mais les gens leur donnaient aussi d'autres noms, cornes du diable, tour de femme ou casquette pour toucher le ciel. Pour certains, c'était un symbole d'élégance, pour d'autres, c'était juste la preuve que les nobles prétentieux avaient perdu la tête à cause de la mode. Le truc, c'est que ces chapeaux, c'était pas juste une mode, c'était aussi une sorte de déclaration sociale. Les nains étaient souvent en forme de cône, mais certains ressemblaient à des cornes avec les deux bouts qui pointaient vers le haut. Ces chapeaux pouvaient mesurer de 20 cm jusqu'à presque 1 mètre de haut. Les voiles en tulle ou en dentelle qui complétaient le chapeau descendaient parfois jusqu'au sol, donnant l'impression que les femmes portaient une tour sur leur tête. Ces coiffures tape à l'œil étaient clairement le signe des classes sociales supérieures. Les femmes qui voulaient se faire marquer les portaient. Parce que la taille du chapeau, la qualité du tissu, les bijoux utilisés donnaient direct un message sur la classe sociale de la femme. Plus il était grand, plus elle était riche, plus il était décoré, plus elle était noble. C'était une façon élégante de dire « je suis là et toi non ».
Mais cette mode apportait aussi pas mal de galères. Les chapeaux nains étaient tellement lourds et hauts que les femmes devaient se pencher pour passer la porte de la maison, surtout quand il y avait du vent. Ils devaient demander de l'aide aux domestiques pour protéger leurs chapeaux. À certaines époques, même les églises ont essayé d'interdire ces chapeaux, jugeant qu'ils distrayaient trop. Mais ces interdictions ne concernaient que le peuple. Pour la noblesse, la mode passait avant même la loi divine. En plus, ces chapeaux étaient physiquement contraignants. Il utilisait des colliers corsés spéciaux pour soutenir le cou. Les cheveux étaient coiffés pendant des heures et des systèmes d'épingles cachées étaient installés pour que les voiles tombent bien. Tout ce tralala juste pour 5 minutes à un bal du soir. C'était surtout pour attirer davantage l'attention. En plus, ces chapeaux ne concernaient pas seulement les femmes. Ils ont aussi déclenché une réaction contre l'obsession de la société pour la mode. Pour les classes populaires, ces couvre-chefs pouvaient même être perçus comme un défi lancé à Dieu. Certains prédicateurs assimilaient ces chapeaux à un péché d'orgueil, maudissant les femmes qui portaient de tels accessoires voyants comme une manifestation d'arrogance et de vanité. Mais comme pour toute mode, ça finit par passer avec le temps. En approchant du XVIe siècle, les nains ont laissé place à des couvre-chefs plus bas. Ils ont commencé à porter des chapeaux hauts. Les femmes ne levaient plus la tête vers le ciel, mais la tenaient plus près du sol. Pourtant, ces chapeaux, qui ne sont restés que dans les photos et les histoires, continuent de nous surprendre des siècles plus tard. Aujourd'hui, on rigole peut-être de ces chapeaux gigantesques, mais pour les femmes de l'époque, ce n'était pas du tout une plaisanterie, c'était une identité. Mettre ce chapeau, c'était une façon de dire sans parler « c'est moi ». Et peut-être que la seule place où une femme pouvait vraiment se faire voir dans la société, c'était au sommet de sa tête. Un matin brumeux en Angleterre, une femme s'est regardée dans le miroir. Ses yeux. Sous ses yeux, il y avait des cernes violacées. Sur son front, des fines rides. Et sur ses joues, des taches à peine visibles laissées par le soleil. Elle n'aimait pas ce qu'elle voyait dans le miroir. Elle était convaincue que la beauté se mesurait à un teint tout blanc. Elle ouvrit sa bouteille violette. Un liquide un peu laiteux avec une légère odeur métallique en sortit. Elle trempa son doigt dedans et l'appliqua sur ses joues. À ce moment-là, la seule chose qu'elle ressentit, ce fut le froid. Mais ce qui allait, des jours plus tard, brûler sa peau et son âme, avait en réalité commencé à ce moment précis. À l'époque victorienne, la conception de la beauté chez les femmes était très différente d'aujourd'hui. Voilà. À cette époque, pour qu'une femme soit considérée belle, elle ne devait pas être basanée, mais plutôt pâle, parce que la pâleur symbolisait la délicatesse, la pureté et l'appartenance à la classe noble. Être basanée, c'était le signe d'une vie dure passée à travailler sous le soleil. Du coup, pour les femmes aristocrates ou celles qui voulaient en avoir l'air, la peau blanche était un must. Et pour ça, on utilisait des méthodes loin d'être naturelles. La principale de ces méthodes, c'était un mélange chimique appelé céruse. Ce mélange contenait des trucs comme du vinaigre et du bicarbonate de plomb. On obtenait ça en mélangeant des trucs. En gros, les femmes se mettaient du plomb sur le visage. La cire donnait un effet temporaire, brillant, lisse, comme de la porcelaine. Mais en même temps, ça brûlait la peau de l'intérieur, bouchait les pores, tuait les cellules de la peau. Avec le temps, ça provoquait même des pourritures au niveau du menton et la chute des dents. Ce qui est marrant, c'est que ce maquillage à base de plomb n'était pas seulement populaire chez les femmes des classes populaires, mais aussi parmi la cour royale. La reine Elizabeth Tudor, par exemple, utilisait souvent ce produit pour garder son teint bien blanc. On raconte qu'en quelques années, sa peau était presque comme de la cire. Les craquelures sur le visage de la reine ont même été capturées par les peintres de l'époque dans leurs tableaux. Pourtant, elle était toujours vue comme le summum de l'élégance dans la société. Mais le plomb ne restait pas seulement à la surface de la peau. Il s'infiltrait sous la peau, passait dans le sang et, avec le temps, endommageait le système nerveux. Plus les femmes l'utilisaient, plus elles souffraient de maux de tête, de troubles de la vue, de difficultés respiratoires et même de fausses couches. Le problème, ce n'était pas l'effet de ce poison, mais la perception toxique de la beauté. C'était dans leur nature. La norme de blancheur que la société imposait aux femmes était tellement forte qu'elles croyaient que pour atteindre la beauté, il fallait passer par la mort. Avec le temps, les dangers du Jerius ont été prouvés scientifiquement.
Mais ça n'a pas arrêté son usage tout de suite, parce que la beauté ne se définissait pas par le savoir, mais par le regard des autres. Pour attirer ces regards, les femmes prenaient volontairement des risques avec leur corps, acceptant même de pourrir devant des miroirs ornés de plomb. Cette folie de l'éclaircissement ne se limitait pas au maquillage. À l'époque, certaines boissons consommaient. Et il y avait aussi des mélanges de plantes vendus en prétendant qu'ils rendaient la peau pâle. Ces mélanges contenaient des trucs comme de l'opium, de l'arsenic et du mercure. En gros, les femmes s'empoisonnaient pas seulement le visage, mais aussi les organes internes, juste pour être belles. Aujourd'hui, quand on choisit du maquillage dans les rayons du supermarché, à l'époque, c'était plutôt des catastrophes chimiques en labo. Pour les femmes de cette époque, la beauté, ce n'était pas juste ce qu'on voyait dans le miroir. C'était une question de survie, de pouvoir se marier, d'être acceptée dans la société. En un mot, être belle. Apparaître, c'est un peu comme vivre. Et c'est pour ça qu'ils étaient prêts à tout, même à renoncer à leur vie. Alors si on transpose cette histoire à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Peut-être qu'on ne se barbouille plus le visage de plomb, mais maintenant, il y a les filtres numériques. Les filtres, l'obsession de la perfection, les nouvelles tendances de peau éclatante qui sortent tous les jours, le plomb ne sort peut-être plus des boîtes, mais il se dépose encore dans nos esprits. À travers l'histoire, les gens ont toujours couru après la beauté. Mais parfois, le prix de cette beauté était si lourd qu'il en effaçait même l'odeur de la mort. Victoria. À l'époque, des visages blanchis au plomb nous disent en fait quelque chose. La grâce peut parfois être toxique et chaque époque qui accepte sans remettre en question la définition de la beauté produit son propre poison au plomb. Il y avait une femme dans un château au miroir, tenant un peigne à manche d'argent pour se coiffer. Sa peau d'une blancheur immaculée était cachée sous des couches de poudre et de parfums desséchés. Sa servante arriva. Elle s'apprêtait à lui apporter une carafe d'eau et du savon quand la femme haussa légèrement les sourcils. « Ne touche pas, dit-elle. Aujourd'hui, je vais recevoir des invités. » La servante retira l'eau, en silence. Parce que, on savait ça. Dans cette maison, il n'y avait pas de l'eau et du savon, mais de l'huile de rose et de la craie. Et ce qui est encore plus important, c'est que être propre ne voulait pas toujours dire être élégant. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais c'est surprenant de voir que, à travers l'histoire, les notions de propreté et de beauté n'ont pas toujours été liées. Surtout en Europe. Entre la fin du Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque victorienne, être propre était souvent vu comme une habitude des classes populaires. Dans les palais, les demeures nobles et les bals somptueux, les parfums flottaient dans l'air et on savait que les mains et les visages ne se lavaient pas pendant des semaines. Pour la haute société, l'eau était un truc suspect, parce qu'à l'époque, on croyait que l'eau ouvrait les pores et laissait passer les maladies dans le corps. Du coup, se laver et surtout prendre un bain, c'était vu comme un truc dangereux. En plus, chauffer, transporter et préparer l'eau, c'était un vrai luxe. Il fallait des serviteurs. Alors la classe aisée avait trouvé d'autres solutions au lieu de se laver. Et la première de ces solutions, c'était le parfum. Lavande, huile de rose, musc et autres senteurs fortes, on les mettait souvent sur les parties du corps qu'on ne lavait pas. Les vêtements étaient parfumés et même des encensoirs étaient installés dans les pièces. Le parfum avait remplacé la propreté. Être élégant voulait dire sentir bon. Mais personne ne parlait de ce qui se cachait derrière cette odeur. Les poudres et le maquillage servaient au même but. Les poudres pour le corps, pour le visage, et les crèmes teintées étaient utilisées pour cacher la saleté et les imperfections de la peau. Les femmes vivaient des semaines sans se laver le visage, juste en ajoutant un peu de... Ils ajoutaient des couches. Quant aux cheveux, on les peignait, mais on ne les lavait pas. Les peignes et brosses parfumées spécialement conçues pour eux ne visaient pas à enlever le sébum, mais à le répartir. Pour les domestiques et les classes populaires, c'était une toute autre histoire. Eux, ils étaient en contact constant avec l'eau, parce qu'ils travaillaient, transpiraient, passaient du temps dehors. Du coup, se laver devenait indispensable. Ironie du sort, ceux qu'on considérait sales en société étaient en réalité plus propres, tandis que les soi-disant élégants se cachaient derrière les parfums. Élégance et propreté étaient complètement déconnectés. Voilà. Même pendant les périodes où les maladies faisaient rage, la haute société continuait à éviter de trop fréquenter les bains.
Durant la peste, dans plein d'endroits en Europe, les bains publics ont été fermés. Du coup, les gens avaient moins accès à l'eau. Mais pour l'aristocratie, c'était juste une excuse. L'eau, ça propage les maladies. Cette peur a surtout marqué les femmes. Dans certains journaux intimes de l'époque, on raconte en détail comment les femmes restaient des mois sans se laver, se contentant de parfums et de maquillage. C'était la même embrouille avec les vêtements. Les superpositions, les robes portées par-dessus, ne se lavaient pas. Le linge de corps ne se changeait pas souvent. Pour camoufler les tissus sales, on ajoutait des dentelles, des foulards et des broches pour donner un style chic. Ce look reflétait le statut social. Ce n'était pas important que les vêtements soient propres, du moment qu'ils paraissaient luxueux et coûteux. Mais ces habitudes entraînaient aussi des problèmes de santé. Les maladies de peau, les poux, les irritations cutanées et les infections contagieuses étaient courantes. Pourtant, pour ne pas briser l'image de noblesse, on n'en parlait jamais en public. Parce qu'avouer ça, il fallait le faire. On acceptait la saleté au nom de l'élégance. Avec le temps, la science a avancé, la théorie des microbes est apparue, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'hygiène a commencé à prendre de plus en plus d'importance. Mais cette transformation a été lente, parce que changer une idée, c'est bien plus dur que nettoyer un corps. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on voit que la propreté n'était pas juste liée à l'eau et au savon, mais aussi à une valeur qui changeait selon l'époque. À l'époque victorienne, être propre, c'était associé à la paysannerie, à la maladie, à la simplicité. Lorsqu'on associait tout ça, la saleté, la force, l'élégance et le statut étaient tous mêlés. Peut-être que la vérité la plus frappante, c'était ça. La société ne purgeait pas les gens avec de l'eau, mais avec le regard des autres. La nuit, dans les rues sombres du village, le seul son qui résonnait était le cri étouffé d'une jeune fille. Elle serrait fort la main de sa mère, les yeux fermés. Dans une petite pièce derrière la maison, ressemblant à une cuisine, une vieille femme chaufferait une fine aiguille au feu, puis la trempait dans une encre noire. Quand elle posait l'aiguille sur la peau de la fille, les lèvres de la mère bougeaient doucement comme en connexion avec la nature. Parce que cette douleur, ce n'était pas une douleur ordinaire, c'était la douleur d'une tradition, d'une communauté, d'un sentiment d'appartenance. Ce tatouage n'était pas juste un motif, c'était une partie de la vie. Vu avec notre regard esthétique d'aujourd'hui, ça peut surprendre, mais dans l'histoire, la beauté a toujours été très liée à la douleur. Les tatouages, les piercings et le perçage du corps et tout ça, ce n'était pas juste pour faire joli. C'était aussi une façon d'affirmer son identité, d'exprimer une appartenance sociale, une croyance, et parfois même une forme de rébellion. Mais à chaque fois, ça faisait mal. La beauté, c'était un combat, gravé sous la peau. Les sociétés anciennes perçaient leur corps et le tatouage, ce n'était pas une nouveauté. Dans l'Égypte ancienne, les femmes se perçaient le nombril. C'était vu comme un symbole à la fois de fertilité et de proximité avec les dieux. Mais ce perçage, c'était loin des méthodes stériles d'aujourd'hui. Elles utilisaient des bouts d'os, des aiguilles en bronze, des épines de poisson, tout ça juste pour être belle. Pour atténuer la douleur, on récitait des prières, on fumigeait la pièce avec des herbes brûlées. Parfois, on chantait des berceuses aux petites filles pour qu'elles oublient la douleur. Les tatouages, c'était une marque d'honneur pour les guerriers et un signe d'appartenance pour les esclaves. Le tatouage, pour les femmes, c'était parfois juste un signe qu'elles étaient en âge de se marier. À l'époque romaine, certains esclaves se faisaient même tatouer sur le front, plus un symbole d'humiliation qu'un truc joli, mais dans les tribus du Nord, les tatouages étaient vus comme sacrés et attirants. Les femmes vikings arboraient des motifs noirs allant du poignet au cou, ce qui les rendait spéciales et intouchables. Chaque coup d'aiguille ajoutait de la valeur. Au Moyen-Âge, ça a un peu changé. L'Église voyait d'un mauvais œil tout ce qui touchait au corps. L'intervention était vue comme une insulte au corps créé par Dieu. Les tatouages et les piercings étaient considérés comme diaboliques. Pourtant, dans le peuple, ces traditions ont continué à vivre sous terre, surtout chez les communautés nomades comme les gitans. Percer les oreilles, le nez ou les lèvres restait un signe de beauté et d'appartenance.
Certaines femmes allaient même jusqu'à se faire tatouer le nom de leur mari ou les symboles de leur clan quand elles se mariaient. À l'époque victorienne, avec les progrès de la médecine moderne, la douleur est devenue un peu plus supportable. Mais bon. Le truc ironique, c'était ça. Quand la douleur diminuait, le sens du piercing changeait aussi. Ces pratiques n'étaient plus une nécessité, mais devenaient un luxe, un moyen de frimer. Les femmes aristocrates anglaises allaient en cachette chez des tatoueurs pour se faire de jolis dessins sous les épaules ou aux chevilles. Mais ça devait rester secret, parce que devant la société, c'était encore vu comme vulgaire, une imitation des classes inférieures. Les piercings occupaient une place spéciale dans cette transformation de la douleur en esthétique. Dans certaines cultures, se percer la lèvre, c'était un genre de serment de silence. Ça voulait dire un truc, alors que pour d'autres, c'était vu comme un truc qui rendait plus attirant sexuellement. Les anneaux au nez, eux, c'était un symbole à la fois de beauté et de richesse dans toute la région qui va de l'Inde au Moyen-Orient. Mais faut pas oublier, ces bijoux, ils passaient par des plaies faites à l'aiguille. Infection, inflammation, douleur qui restent. La beauté avait un prix à payer. Pour les femmes, ce prix-là, souvent, elles le payaient en silence, parce que la société leur imposait ce commandement d'être belle qui se dessinait au bout de l'aiguille. Les arrière-grand-mères disaient ça à leurs petites filles dès qu'elles étaient toutes jeunes. On mettait des boucles d'oreilles en disant que les filles sans boucles d'oreilles finissaient veuves, pour faire passer la douleur comme une tradition. La beauté, c'était résister à la douleur. C'était une preuve de force, autant mentale que physique. Vu avec les yeux d'aujourd'hui, tout ça peut sembler être juste des souffrances infligées pour l'esthétique. Mais en réalité, ça avait un sens bien plus profond. La beauté au travers de l'aiguille reflétait un sentiment d'appartenance, une culture et une forme de résistance silencieuse. Plus les femmes s'enfonçaient dans cette pratique, plus elles devenaient fortes, et à force de tatouages, elles devenaient visibles. Chaque cicatrice racontait une histoire, et ces histoires, pendant des siècles, ont été écrites à l'aiguille. Derrière des portes closes, un murmure circulait. Même quand les femmes parlaient entre elles, elles évitaient souvent de dire certaines choses clairement. Elles faisaient des allusions. Quand quelqu'un disait « cette femme s'habille trop légèrement », ce n'était pas forcément à propos d'un décolleté ou d'une jupe courte. C'était plutôt qu'on voyait ses poignets. Parce qu'avant, qu'une femme montre sa cheville, c'était non seulement honteux, mais aussi provoquant. Qu'un homme jette un coup d'œil furtif aux poignets d'une femme, c'était un truc énorme qui pouvait vraiment faire scandale dans la société. Ça aurait pu sembler n'être qu'un bout de corps inoffensif, aperçu au coin d'une dentelle, mais, en réalité, c'était l'une des plus grandes pulsions refoulées de l'histoire. L'histoire cachée du fétichisme des pieds. Du Moyen-Âge à l'époque victorienne, le corps féminin a été morcelé et contrôlé sans cesse. Les bras étaient couverts, la poitrine écrasée par des corsets, les cheveux dissimulés sous des foulards, et ensuite, ce fut au tour des pieds. Plus la société réprimait les femmes, plus ce qu'elle réprimait grandissait. Et c'est justement dans ces zones refoulées que les pieds sont devenus un truc à part, parce que plus on interdit quelque chose, plus ça devient attirant. L'époque victorienne, c'était l'époque où ces interdits étaient à leur comble, les plus raffinés, mais aussi les plus stricts. Les femmes devaient cacher leurs pieds sous de longues jupes. Même montrer le bout de leurs chaussures dans la rue, c'était vu comme un manque de savoir-vivre. À l'époque, les magazines de mode critiquaient même les façons de marcher jugées déplacées. Ils conseillaient aux femmes de ne pas faire trop de pas pour ne pas ouvrir leurs jupes. La cheville, pour un homme, c'était presque un objet de fantasme. Ça s'était transformé. Parce que ça ne se voyait pas, et tout ce qui ne se voit pas est condamné à grandir dans l'imagination. Les chaussures sont devenues une partie de ce fantasme. Des chaussures étroites en dentelle, avec boucles et doublures en soie, n'étaient pas faites juste pour être jolies, mais aussi comme un symbole du désir. Certains hommes en avaient même pris l'habitude de piquer les chaussures des femmes. Ce n'était pas juste du vol, c'était une expression déformée d'un désir refoulé. Le pied à l'intérieur de la chaussure n'était jamais vraiment visible, mais toujours imaginé. En gros,
la chaussure cachait autant qu'elle révélait. C'était un objet qu'on admirait. Surtout en Chine, à l'Est, cette idée est allée beaucoup plus loin, avec la tradition du pied lotus. Les filles se faisaient bander les pieds à partir de 4-5 ans, les cassant et les rétrécissant. Le but n'était pas juste esthétique. Avoir de petits pieds voulait dire être une femme soumise. Un pied tordu de douleur était aussi le symbole d'une âme réprimée. Et même cette déformation douloureuse était, à une époque, considérée comme un signe d'attraction sexuelle. Dans les sociétés occidentales, les pieds étaient directement liés au désir. C'était gardé secret. Certains moralisateurs disaient « Quand une femme montre ses pieds, ça fait naître des pensées coquines chez les hommes », et ils prêchaient là-dessus. Ils conseillaient aux femmes de baisser la tête en marchant dans la rue et de tirer sur leurs jupes larges. Juste un petit aperçu suffisait pour que certains hommes écrivent des lettres d'amour et que certaines femmes soient mises au banc de la société. Un poignet, une chaussette, une chaussure à boucles, tout ça était vu comme des trucs à contrôler chez la femme. Même à la maison, c'était pas mieux. Les femmes ne se baladaient jamais pieds nus, même devant leur mari. Elles portaient toujours des chaussettes. Parce que les pieds nus, c'était presque comme être à poil. Les bains de pieds, c'était des rituels privés et intimes, faits uniquement avec l'aide des servantes. Une femme gardait même ses pieds comme un secret qu'il ne fallait pas montrer. Ce n'était pas juste le corps qu'on cachait, mais aussi le désir. Le fétichisme des pieds est né de cette pression indirecte. Comme tout ce qui est refoulé finit par devenir une fantaisie, les pieds sont devenus un symbole du désir. Dans la littérature française, chez les romantiques anglais, dans ses poèmes, dans l'art pictural allemand, l'image du pied revient toujours en filigrane, surtout dans les scènes de danse. La jupe qui se soulève pendant un instant, dévoilant la cheville. Ce bref instant pouvait représenter toute la sensualité d'une époque. Aujourd'hui, les fantasmes autour des pieds sont souvent vus comme de simples préférences personnelles. Mais en réalité, c'est une culture qui a évolué comme le fruit d'une perception esthétique refoulée depuis des centaines d'années. Parce qu'à travers l'histoire, la beauté n'a jamais été montrée librement. Elle a toujours été cachée, et tout ce qui est caché, finalement, ça s'est manifesté d'une autre façon. Un matin, dans les rues de Paris, la main en dentelle d'une aristocrate à peine réveillée sortait de la fenêtre. Avec un geste élégant du poignet, elle passait une petite bouteille en verre sur son cou, derrière l'oreille et sur sa poitrine. La ville venait tout juste de se réveiller, mais elle s'était déjà parfumée. Ce n'était pas une question de propreté, c'était une façon de montrer sa place dans la société. Parce qu'à l'époque, se laver à l'eau demandait du courage. Le savon, c'était un luxe, un truc qu'on regardait même un peu de travers. La propreté, à l'époque, c'était pas une question de se laver la sueur, mais plutôt de camoufler les odeurs. Que ce soit dans les couloirs sombres du Moyen-Âge, les miroirs flashy des palais de la Renaissance ou même sous les énormes chapeaux de l'époque victorienne, rien n'a vraiment changé. Les gens préféraient se planquer derrière les parfums plutôt que de se laver. La propreté, c'était pas visuel, c'était olfactif. On se frottait pas le corps avec du savon, on se versait dessus des parfums comme de l'huile de rose, de l'ambre ou du musc. Plus une femme sentait bon et cher, plus elle était considérée comme noble. Du coup, bien sentir, c'était pas juste une question d'hygiène, c'était aussi C'est devenu une sorte d'identité de classe. À l'époque où le savon était fait surtout avec de la graisse animale et des cendres, il était connu pour sa mauvaise odeur et vu comme un truc grossier utilisé uniquement par les classes populaires. Dans les villes, l'accès à de l'eau potable était quasiment inexistant. Les canaux servaient à la fois d'égout et d'eau potable. Se laver dans un tel environnement, c'était pratiquement s'exposer à toutes les maladies. Du coup, les gens camouflaient leur transpiration, leurs odeurs corporelles et leurs problèmes de peau, non pas avec de l'eau, mais avec des parfums. C'est pour ça que l'industrie du parfum est née et a vite pris de l'ampleur, surtout en France, à Grasse. Des villes comme ça sont devenues les capitales mondiales du parfum. Rose, jasmin, lavande, fleurs d'oranger. Tout ça était distillé dans de petits flacons en verre et appliqué sur le corps des reines, ducs, comtesses. Mais c'était pas un luxe réservé qu'à l'aristocratie. Les gens du peuple ont aussi commencé à se fabriquer leurs propres parfums. Des herbes séchées, des extraits de fleurs, des essences mélangées à de l'alcool. Tout ça, c'était comme un voile qu'on posait sur la sueur et la saleté. Il n'y avait pas de vraie propreté, juste l'art de camoufler. Les parfums servaient aussi de protection contre les maladies. On voyait ça.
Parfois, les gens se mettaient un mouchoir sous le nez, dans lequel ils mettaient quelques gouttes d'huile de rose, de clous de girofle ou de vinaigre. C'était un rituel censé empêcher les mauvaises odeurs d'entrer et du coup de tenir la maladie à distance. À l'époque, la théorie des miasmes dominait. On croyait que les maladies se transmettaient par les mauvaises odeurs. Du coup, sentir bon, c'était pas juste une question de société, mais aussi une défense médicale. Mais derrière ces parfums, il y avait une vérité qu'on refoulait. L'odeur qui se dégage quand quelqu'un ne se lave pas pendant des mois, même le parfum le plus cher, peu importe combien tu essayes de le cacher, cette réalité naturelle finit toujours par ressortir. Surtout dans les bals bondés, les salles de théâtre, les messes à l'église, où des centaines de corps se retrouvent sans s'être lavés, même le parfum le plus chouette devient vite étouffant. Du coup, choisir son odeur, c'était presque une stratégie diplomatique. Où tu t'asseyais, quel parfum tu portais, quel message social tu faisais passer, tout ça faisait partie du spectacle. Les femmes, au lieu de se laver les cheveux, les saupoudraient de farine pour les rendre mates, puis les parfumaient en mettant un peu d'huile de lavande. Les hommes, eux, saupoudraient surtout l'intérieur de leurs perruques avec des poudres parfumées. Ils ne les enlevaient pas pendant des semaines, rafraîchissant le parfum sans arrêt, mais jamais une goutte d'eau n'y touchait. Parce que l'eau, c'était synonyme de maladie. Le savon, c'était pour les gens grossiers et pauvres. L'image de la propreté, c'était le flacon en cristal du parfum. Certaines femmes, lors d'occasions spéciales, vaporisaient leurs essences par petites gouttes sur des zones secrètes, comme derrière les genoux ou à l'intérieur des coudes. Parce que ces endroits restent chauds, ça faisait que le parfum se diffusait encore mieux. Ces petits détails, pour la femme, c'était à la fois... Il montrait à la fois son sens esthétique personnel et son intelligence sociale. Du coup, un parfum n'était pas juste une fragrance, c'était un message, une invitation, un signe. Aujourd'hui, l'odeur de lavande ou jasmine qui nous plaît tant était à l'époque un masque. C'était une illusion olfactive d'une vie loin de la propreté, d'une culture marquée par le manque d'hygiène. Mais cette illusion était tellement convaincante que même dans une vie sans savon, les gens pouvaient se sentir élégants, propres et nobles. En bref, autrefois, les parfums ne servaient pas seulement à être beaux, mais à paraître propres. On utilisait ça pour se protéger des maladies et pour montrer son rang social. Il n'y avait pas de savon, mais il y avait du parfum, qui n'était pas juste une bonne odeur enfermée dans une bouteille, c'était un vrai mode de vie à l'époque. Il y avait un miroir, un énorme cadre doré qui, avec le temps, s'était terni, comme un témoin silencieux qui jugeait celui qui se regardait dedans, face au temps. Chaque matin, la femme qui se mettait devant ce miroir avait la même question qui lui trottait dans la tête. Est-ce que je devrais paraître plus mince, ou est-ce que c'est un peu plus de rondeur qui ferait plus noble ? Cette question ne vient pas d'une femme moderne, elle traverse de dizaines d'époques, du Moyen-Âge à l'ère victorienne. Ce qui trottait dans la tête des femmes, c'était une hésitation qui changeait selon les époques mais ne disparaissait jamais. Parce que la notion de beauté ne se limitait pas à l'esthétique. C'était aussi un signe de classe sociale, de mode de vie, voire de croyance. Vu avec les yeux d'aujourd'hui, on n'associe pas vraiment noblesse et rondeur. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples surprenants à ce sujet. Surtout au Moyen-Âge et à l'époque baroque, la rondeur était un signe de richesse et de pouvoir. La richesse de leur table, avec beaucoup de viande et de desserts consommés. C'était un privilège réservé aux élites. Chaque kilo en trop sur le corps montrait clairement « je ne bosse pas, je ne suis pas dans les champs, je suis juste assis à manger ». Être maigre, c'était synonyme de pauvreté, des traits du visage osseux, des joues creusées, des épaules étroites. C'était le signe de la maladie et de la misère. Les nobles, eux, étaient bien en chair, parce qu'ils pouvaient manger à leur faim. Et même s'ils ne dansaient pas, ils faisaient danser leurs domestiques, et restaient au sommet de la société sans bouger. Du coup, quand tu regardes les tableaux de l'époque, surtout les figures féminines, on la décrivait avec des formes rondes, un corps bien en chair, des bras épais et un cou court. Mais avec le temps, les choses ont changé. Après la Renaissance, la conception de la beauté en Europe a commencé à évoluer. Surtout avec la mode française, la finesse et l'élégance sont devenues à la mode. C'était une époque où la minceur commençait doucement à devenir un symbole de beauté. Mais cette minceur, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'on la cherche à la salle de sport ou avec des régimes. C'était plutôt perçu comme une sorte de remontisme maladif. La peau pâle, les poignets fins, une légère cambrure, tout ça c'était synonyme de délicatesse et de fragilité. Cela représentait la femme. Surtout à l'époque victorienne, cette idée s'est bien ancrée. Mais les femmes, au lieu de chercher des moyens sains pour maigrir, ont préféré se rendre malades pour suivre la mode. Elles retenaient leur souffle avec des corsets.
Elles rentraient leurs côtes, parfois elles serraient leur corps au point d'endommager leurs organes internes. Parce qu'une taille fine était devenue le symbole de l'aristocratie. L'idée était un peu comme « plus tu es mince, plus tu es noble ». Mais ce qui est ironique, c'est que pour les hommes, c'était tout le contraire. Eux, ils préféraient les épaules larges et les fesses rebondies. On pensait qu'un corps fort était un corps idéal. Les femmes devaient être élégantes, les hommes imposants. En gros, même la notion de beauté à l'époque dépendait du genre. Plus une femme prenait peu de place, plus elle était considérée comme féminine. À l'inverse, plus un homme prenait de la place, plus il était vu comme fort. Ça influençait autant la culture visuelle que les vêtements. Les femmes portaient des jupes superposées et des corsets serrés à la taille, tandis que les hommes se faisaient remarquer avec de larges vestes, des pantalons bouffants et de grands chapeaux. Et dans certaines périodes, c'était carrément l'inverse. Elle est née. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, en France, après la Révolution, les femmes bourgeoises qui voulaient se rapprocher du peuple ont fait de la minceur en acte de protestation. Les femmes rondes d'autrefois laissaient désormais place à des esprits libres et frêles. Cette fois, l'extrême minceur symbolisait une posture intellectuelle et révolutionnaire. Mais ça n'a pas duré longtemps. La mode a encore changé et la rondeur est redevenue à la mode. Un autre point marquant, c'est le lien entre grossesse et poids. Dans les temps anciens, qu'une femme soit ronde, on considérait ça comme un symbole de fertilité. Beaucoup de femmes, même quand elles n'étaient pas enceintes, portaient des corsets qui gonflaient leur poitrine et des coussinets qui élargissaient leurs hanches pour donner cette impression. Parce qu'une femme qui pouvait enfanter avait de la valeur dans la société. Du coup, la rondeur était aussi vue comme une vertu féminine. Mais, quoi qu'il arrive, il y avait une chose qui restait constante. Le corps de la femme devait toujours être façonné d'une certaine façon. Parfois, il fallait qu'il soit rond, parfois mince, parfois éblouissant, parfois à peine visible. Mais c'était toujours dans un but précis. Il fallait servir. Et ce but, ce n'était pas les magazines de mode qui le fixaient, mais bien ceux qui trônaient au sommet. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, cette idée du poids peut sembler bizarre, mais à l'époque, ce que représentait un corps forme encore la base de beaucoup de standards de beauté actuels. En gros, la réponse reste floue. Faut-il être gros ou maigre? La beauté ou la santé? Peut-être que le vrai truc, c'est ça. Le poids d'une femme n'a jamais été seulement à elle. Elle se tenait devant un vieux miroir. Dans le silence de la nuit, entre ses mains, elle regardait longuement. Ses doigts étaient presque que de l'os, fins, délicats, mais paunes. Ses phalanges nues, les veines comme de petits chemins bleus, apparaissaient sous sa peau. En enfilant les gants en dentelle que la servante lui avait apportés, elle se demanda, en se regardant dans le miroir, « Est-ce que je fais noble ?» C'était une question que des milliers de femmes se posaient le matin devant leur miroir autrefois. Parce que la noblesse, c'était bien plus qu'un titre. C'était une manière de se tenir, un comportement, une règle d'esthétique qui allait jusqu'à la forme du corps. Aujourd'hui, les mains attirent souvent l'attention. Ce sont des membres qu'on ne montre pas. Mais dans les siècles passés, les mains d'une femme étaient un signe qui révélait à quelle classe elle appartenait, comment elle vivait et combien elle valait. Surtout chez les aristocrates de l'époque victorienne et avant, des doigts longs, une peau bien blanche et des poignets fins étaient comme un sceau invisible de la noblesse féminine. Alors pourquoi les mains étaient-elles si importantes? Parce qu'elles trahissaient la vie quotidienne d'une femme. Les mains d'une femme qui travaillait au champ étaient épaisses, craquelées et bronzées par le soleil. Celles des domestiques, il y avait des corps. Les bouts des doigts de celles qui cousaient devenaient rugueux. Pourtant, une femme aristocrate ne faisait jamais aucun travail. Ses mains devaient être douces comme un coussin, ses doigts longs et délicats comme les touches d'un piano. Elle commandait du regard, pas avec ses mains. C'est pour ça qu'on prenait un soin fou à protéger les mains. Quand on sortait au soleil, on mettait des gants spéciaux. On utilisait du jus de citron pour blanchir les mains. La nuit, on enveloppait les mains dans des crèmes, puis dans des mousselines pour qu'elles restent douces jusqu'au matin. En hiver, pour éviter que les mains le gercent en plein air, Elle cachait ses mains dans son manteau même en marchant. Les poignets fins, c'était le détail le plus délicat de l'esthétique. Un endroit que les hommes regardaient attentivement, que les mères voulaient voir chez leurs filles, que les peintres reflétaient avec les coups de pinceau les plus délicats. Avoir les poignets fins représentait la fragilité de la féminité. Et bien sûr, plus le poignet était fin, plus on pensait que la femme était délicate. C'est pourquoi on utilisait des bracelets en dentelle, des bracelets de montre élégants,
des bracelets en or pour souligner cette finesse. La grâce des mains et des poignets, ça devait aussi se voir dans le comportement. Les femmes ne devaient pas mettre leurs mains derrière la tête. Les doigts ne devaient jamais se précipiter pour attraper quoi que ce soit. Prendre une tasse du bout des doigts, tourner doucement la page d'un livre ou effleurer une fleur. Tout ça montrait comment une femme était élevée. C'était aussi une part de sa féminité. La façon dont tu utilises ta main révélait qui tu étais. Pourtant, atteindre cet idéal n'était pas toujours facile. Il y avait même des petits moules en bois pour étirer les doigts et paraître plus longs. Les gants étaient fabriqués tellement serrés que la femme devait vraiment forcer pour y glisser la main. Parce que plus le gant était ajusté, plus la main paraissait petite et délicate. C'était une vraie torture, juste pour l'esthétique. Mais une femme qui se plaignait, ça ne se faisait pas. La grâce, ça devait aller avec le silence. Cette obsession de la beauté, c'était plus universel qu'on ne le pense. En Chine, les pieds minuscules. En Europe, les doigts longs. C'était la même idée qui s'exprimait différemment. Façonner le corps, c'était une manière symbolique de garder la femme sous contrôle. Et bien sûr, ça jouait aussi sur les classes sociales. C'était une des façons de rendre cette distinction plus visible. Certaines femmes, même si elles n'étaient pas nobles, ont essayé de se donner ce rôle avec leurs mains. Elles se frottaient les mains avec du citron. La nuit, elles essayaient de les adoucir avec des pelures de pommes de terre. Mais si leurs ongles avaient des traces noires entre eux, peu importe la beauté de leurs mains, ça montrait que la noblesse était fausse. Avec le temps, ces codes esthétiques ont changé. Après la révolution industrielle, les mains sont devenues le symbole du travail. Les mains fortes d'une femme ont commencé à représenter son indépendance. Mais à travers l'histoire, la finesse, la grâce d'une main avec un bracelet n'a jamais été oubliée. Que ce soit la main d'une femme qui tient un coin d'un carnet, d'une jeune fille qui plie une lettre, ou d'une noble dame qui lève un verre. Elle murmurait toujours la même chose. « Je suis distinguée, je suis élégante, je commande sans être vue. » Aujourd'hui, le sourire qui apparaît sur le visage d'une femme heureuse de lire « Tes mains sont magnifiques » sur les réseaux sociaux est peut-être l'écho silencieux d'un héritage esthétique vieux de plusieurs siècles. Même le membre le plus simple du corps d'une femme a déterminé sa classe, sa valeur et sa féminité. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec l'apparence extérieure. On peut voir que beaucoup de jugements, faits à cette époque, portent encore l'ombre de ces jours-là. La lumière du matin qui filtrait par la fenêtre n'avait encore rencontré la ville encore endormie. Dès qu'elle s'est réveillée, la jeune fille s'est tournée vers le miroir voilé. Elle a doucement ouvert la petite boîte qu'elle tenait. Dedans, il y avait un mélange de safran écrasé, de roses séchées et de poudre d'or. Elle en a appliqué un peu sur son visage du bout des doigts. Elle a souri en regardant son reflet dans le miroir. Son visage brillait, mais pas seulement à cause de l'or. À cette époque, la beauté n'était pas juste une question d'apparence. La beauté, c'était quelque chose de divin. Le col, c'était un vrai signe de classe sociale et un rituel qui décidait du destin des femmes. Aujourd'hui, tu peux trouver du mascara, du fond de teint, du rouge à lèvres dans les rayons cosmétiques. Mais avant, les produits de beauté venaient direct de la nature, se mélangeaient à des rituels et étaient souvent des mixtures mystérieuses que seuls les riches pouvaient se permettre. Ces rituels ne servaient pas juste à embellir le physique, mais aussi à purifier l'âme ou à être acceptés socialement. Par exemple, le col qu'on mettait sur les ongles, ce n'était pas juste pour faire joli. Ce n'était pas seulement pour embellir les mains, mais aussi pour augmenter leur élégance. Le col, en plus d'agrandir les yeux, rendait aussi les ongles plus foncés et bien visibles.
C'était un signe que la personne prenait soin d'elle et était cultivée. Cette tradition a perduré en Égypte, à Rome et même dans les palais ottomans. La poudre d'or était le summum du luxe en matière de beauté. De fines particules d'or broyées étaient généralement mélangées avec du miel et appliquées sur le visage. Ça ne servait pas seulement à illuminer la peau, mais ça donnait aussi à la femme un éclat rayonnant. À la Renaissance, cette pratique était tellement populaire que certaines femmes ne manquaient jamais d'utiliser de l'or dans leur routine quotidienne de soins. Mais c'était aussi un signe de statut social. Tout le monde n'avait pas de l'or chez soi. Les femmes qui se passaient de l'or sur le visage affirmaient haut et fort leur noblesse. En plus du col et de la poudre d'or, d'autres substances entraient aussi dans les rituels de beauté. La poudre de perles écrasée servait à éclaircir la peau. Le safran camouflait les cernes et l'huile de rose rendait la peau toute douce. Mais ce qui est frappant, c'est que ces pratiques ne se limitaient pas qu'à un simple changement physique. Ce n'était pas juste limité à ça. Ces rituels, c'était presque une méditation. Pendant que la femme se faisait belle, elle se tournait aussi vers elle-même, pensant à son passé, à son destin, à ses rêves. Dans certaines sociétés, ces rituels avaient aussi une signification religieuse. Par exemple, en Inde, le bindi que les femmes portent sur le front n'était pas seulement un ornement, c'était aussi l'expression du troisième œil. Dans les anciennes cultures d'Anatolie, les mariés dessinaient le matin du mariage divers motifs sur leur visage et leurs mains. Avec ces dessins, elles souhaitaient abondance et bonheur. En gros, la beauté était souvent un vœu, une prière. C'était une forme de protection. Bien sûr, avec le temps, certains de ces rituels sont devenus nuisibles. Des poudres pour le visage à base de plomb, des lotions de beauté à l'arsenic, des pommades contenant du mercure. Les femmes ont sacrifié leur santé pour être belles. Mais les normes imposées par la société étaient tellement strictes qu'elles supportaient souvent cette souffrance en silence. Parce qu'une femme qui n'était pas belle n'était pas considérée comme une bonne épouse, un membre respectable de la société, ni une personne de valeur. Cette pression ne concernait pas que les riches. Même les femmes des campagnes avaient leurs propres rituels. On préparait des mélanges maison avec des ingrédients comme le curcuma, le lait ou le miel, qu'on appliquait généreusement sur la peau la nuit et laissait poser jusqu'au matin. Les cheveux étaient peignés avec de l'eau de rose, les dents nettoyées avec de la cendre. Chaque classe sociale avait ses propres codes de beauté. Mais il y avait un détail important. Le rituel ne dépendait pas seulement des ingrédients, mais aussi de l'intention. Les femmes ne passaient pas ces moments de soins seules. Parfois avec leur mère, parfois avec leur sœur, elles partageaient ce moment ensemble. Pendant ce temps, elles racontaient des histoires, murmuraient des secrets, partageaient leurs espoirs. Il parlait de ça. La beauté devenait un moment de purification et de solidarité. Aujourd'hui, les rituels de beauté sont bien plus accessibles, mais les femmes se posent toujours la même question devant le miroir. Est-ce que je suis belle comme ça ? Peut-être que la réponse à cette question ne se cache pas dans la poudre d'or, mais dans la sincérité du moment, dans le courage d'être avec soi-même. Parce qu'à chaque époque, la beauté n'a jamais été une illusion, mais une histoire. Une histoire écrite patiemment et avec espoir par les mains des femmes. Un matin brumeux. Des pas résonnant dans les ruelles pavées. Une fille de 13 ans. Sous le voile qu'elle porte sur la tête, ses mèches de cheveux dépassent. Un rouge flamboyant. Les yeux qui regardent à travers les fenêtres fermées se multiplient. L'un fait le signe de la croix, l'autre murmure à la nature. Sa mère serre sa main fort, mais la fille s'en rend compte. Quelque chose va arriver à cause de ses cheveux. C'était déjà arrivé avant. Mais elle aimait juste voir ses cheveux danser avec le vent. Les gens, eux, prenaient cette danse pour une menace. À travers l'histoire, les cheveux roux n'ont jamais été qu'une simple couleur. C'était un symbole, à la fois craint, désiré, sacré et maudit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était rare. Comme tout ce qui sort de l'ordinaire, ça attire l'attention, mais comme tout ce qui attire l'attention, ça attire aussi les ennuis, surtout pour les femmes. Au Moyen-Âge, en Europe, les femmes rousses étaient souvent associées à la sorcellerie. Dans les archives de l'Inquisition européenne, une grande partie des sorcières brûlées étaient rousses. Parce que cette couleur de cheveux bousculait des idées reçues. Les femmes aux cheveux foncés étaient vues comme dociles, les blondes comme innocentes, alors que les rousses étaient perçues comme rebelles, séduisantes, insoumises et même diaboliques. On allait même jusqu'à dire que les cheveux roux étaient un signe du diable.
Il y avait même des régions où on y croyait dur comme fer. Les chefs religieux, dans leurs sermons, disaient carrément que cette couleur de cheveux, c'était un signe du diable. Mais il y avait aussi un autre côté à ça. Surtout dans le monde de l'art, les cheveux roux étaient souvent vus comme séduisants et fascinants. Dans les tableaux de la Renaissance, dans la Divine Comédie de Dante, les cheveux de Béatrice étaient d'un rouge éclatant. À Venise, Sam Titi dessinait tellement souvent des femmes rousses que le terme « couleur Titi » est né. En gros, on pouvait être à la fois une sorcière et une muse. C'était ça, le paradoxe du roux. En Angleterre, cette idée a pris une toute autre dimension. La reine Élisabeth était rousse. Pendant tout son règne, les cheveux roux sont devenus presque un symbole royal. Surtout les nobles essayaient de laver et d'éclaircir les cheveux de leurs enfants au gingembre pour les rendre plus roux. Parce qu'avoir cette couleur n'était plus juste une malédiction, c'était aussi un signe de pouvoir et de prestige. Mais parmi le peuple, ça ne s'est pas vraiment répandu. Parce que la rue a ses propres règles et la cour les siennes. Cette dualité autour des cheveux roux a bien sûr mis la plus grosse pression sur les femmes. Une caractéristique naturelle devenue presque surnaturelle. Le fait de donner un sens à leurs cheveux les a poussés à se battre pour leur vie. Certains cachaient leurs cheveux, d'autres les teignaient, et d'autres encore en ont fait un symbole de résistance. Parce qu'avec leurs cheveux, tous les regards étaient braqués sur eux. Certains les voyaient comme un objet de désir, d'autres les ciblaient avec hostilité. Dans certaines régions, on croyait même que les bébés aux cheveux roux devaient être nettoyés dès leur naissance. On leur accrochait des amulettes, on leur aspergeait d'eau bénite. Selon certaines légendes, ces cheveux brillaient la nuit, reliaient leurs propriétaires à la lumière de la lune ou servaient à faire des sorts. On racontait que c'était un don spécial. C'était loin de la réalité, mais ça faisait son effet. Parce que les gens ont tendance à diaboliser ce qu'ils ne comprennent pas. Même à l'époque moderne, ce poids historique lié aux cheveux roux n'a pas complètement disparu. Dans les médias, la littérature, les films, les personnages aux cheveux roux sont encore souvent présentés comme différents, charismatiques, dangereux ou séduisants. Ça montre que ces images gravées dans notre subconscient depuis longtemps sont toujours là. Pourtant, les cheveux, ce n'est que des cheveux, mais la société en fait un symbole. Aujourd'hui, les roux représentent l'originalité et le courage. C'est réinterprété comme un symbole. Les gens choisissent volontairement cette couleur pour leurs cheveux, ils l'assument fièrement. Mais c'est pas arrivé comme ça facilement. Derrière, il y a des siècles de fausses croyances, de punitions injustes, de corps brûlés, de personnes exclues. Peut-être que c'est pour ça que les cheveux roux, c'est encore la plus belle forme de rébellion, parce que c'est pas juste un pigment, c'est une histoire. Et cette histoire, c'est une voix silencieuse mais forte de survie, d'être soi-même et d'être fier de sa différence. Un dimanche matin, alors que les cloches résonnent au loin, un jeune homme, une femme, essaie de tracer délicatement un trait noir autour de ses yeux avec un petit miroir qu'elle tient à la main. Un peu de couleur sur les joues, un léger brillant sur les lèvres. Juste au moment de sortir, sa mère la retient par le bras. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu te maquilles les yeux ? C'est un manque de respect envers Dieu. » La femme baisse la tête, efface son maquillage et murmure « Mais je voulais juste me sentir un peu jolie. » À l'époque victorienne, et juste avant en Europe, il y avait une drôle de tension entre l'idée de beauté et la piété. Un truc comme le maquillage des yeux, bien visible, c'était juste accepté dans certains milieux et contextes sociaux. Mais l'église, c'était pas un de ces endroits. Au contraire, une femme qui allait à l'église devait être la plus simple possible, sans couleur, presque invisible. Parce que se faire belle devant Dieu, c'était vu comme de la prétention, de l'orgueil, voire du désir. Le maquillage des yeux a eu plein de significations au fil du temps. En Égypte antique, c'était un rituel protecteur. À Rome, un symbole de statut. Mais à partir du Moyen-Âge, avec l'influence du christianisme, ces pratiques ont changé. On mettait une grande distance. Surtout, souligner les yeux était vu comme essayer d'attirer l'attention des autres, ce qui était considéré comme un péché. À cette époque, les femmes qui mettaient du col autour des yeux ou qui accentuaient leurs cils étaient perçues comme moralement relâchées. Pendant l'époque victorienne, c'était un peu plus compliqué. De l'extérieur, la société semblait conservatrice et religieuse. Mais parmi les classes populaires, surtout les femmes qui travaillaient à la maison, au théâtre ou dans les arts de la scène, le maquillage faisait partie de leur identité. Elle l'avait fait, mais le maquillage des yeux restait un geste audacieux. Parce que les yeux sont vus comme la porte directe de l'âme, les maquiller signifiait brouiller les intentions.
Si une femme se maquillait les yeux, la question « pour qui ?» se posait automatiquement. Si elle allait à l'église, ça provoquait encore plus de scandales, puisque l'endroit de culte est considéré comme un lieu de recueillement, d'humilité et de retour sur soi. Se parer physiquement y était presque perçu comme une moquerie. La société divisait la femme maquillée des yeux en deux catégories. Soit elle est légère, soit elle est inconsciente. On dirait qu'il n'y avait pas de troisième option. En fait, le problème, ce n'était pas juste le maquillage. C'était le désir de la femme d'avoir le contrôle sur son propre corps. Elle voulait avoir un regard marqué, bien visible, mais à cette époque, dans la société, c'était dangereux. Le fait qu'une femme soit visible, que le désir naisse, ça pouvait chambouler l'ordre établi. Du coup, même des petites touches comme du maquillage pour les yeux étaient vues comme un acte de rébellion. Ce qui est marrant, c'est que les femmes de la haute société se maquillaient les yeux en secret, seulement pour les bals privés ou les endroits fermés. On voyait ça aux invitations. Dans la même société, cette pratique était à la fois un péché et un standard de beauté, et c'est devenu un marqueur de classe. Si c'était les riches qui le faisaient, c'était vu comme de la délicatesse, mais si c'était les pauvres, c'était considéré comme de l'immoralité. À l'église, c'était carrément pas accepté. Avec le temps, ça a créé des contradictions dans l'esprit des femmes. Elles voulaient mettre de la couleur dans leurs yeux, mais elles avaient peur d'être vues. Elles voulaient s'exprimer, mais on leur avait appris à se taire, parce que seuls les hommes avaient le droit de regarder. Les femmes devaient juste exister pour être regardées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Peut-être les techniques, les couleurs et les produits ont évolué, mais certains vieux préjugés sont toujours là. On continue de se demander pourquoi une femme se maquille. On lui demande encore « tu te pomponnes pour qui ?» Et une femme sans maquillage, c'est vu comme quelqu'un de négligé. Par contre, une femme maquillée peut être taxée de vouloir en faire trop. Pourtant, le maquillage, c'est juste un choix, une façon d'exprimer sa personnalité. Pour certains, c'est une source de pouvoir, pour d'autres, c'est un art, et pour d'autres encore, une routine banale. Ni un péché, ni une obligation. Juste une question de comment chacun veut se voir. Et peut-être bien, le vrai truc, c'est ça. Quand une personne se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'elle voit? Imagine un peu. Tu es invité chez une grande famille. Tu es assise à une table de ouf, super chic. Les chandeliers sont allumés, la musique joue doucement en fond. Puis la maîtresse de maison te sourit, mais il y a un truc chelou. Ses dents sont noires comme la nuit, alignées comme des perles noires. Elle sourit, mais toi, t'es figé. Tu te demandes si c'est une maladie ou quoi. Pourtant, à ce moment-là, elle se montre sous son meilleur jour. Parce que pour elle, ses dents noires, c'est comme une richesse. C'est l'écho de la noblesse dans son sourire. Selon l'esthétique d'aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on considère comme des défauts étaient autrefois vues comme des signes de prestige, de beauté, voire de morale. Se peindre les dents en noir en faisait partie. Dans certaines cultures d'Asie et d'Europe à différentes époques, avoir les dents bien blanches était synonyme de pauvreté, de naturel, voire de sauvagerie. En revanche, les dents noires représentaient la fidélité d'une femme mariée envers sa maison, son mari et sa place dans la société. Tandis que les dents blanches étaient perçues comme un signe de jeunesse, d'innocence et même d'infidélité. Mais ça ne se limitait pas au Japon. Tradition. À l'époque victorienne, l'esthétique dentaire était un sujet qui faisait débat aussi en Europe. Avoir les dents trop blanches, c'était pour certains signe de paysannerie, de vie extérieure rude et de manque de raffinement. Des dents qui ne brillaient pas trop, c'était surtout synonyme d'élégance chez les femmes, parce que ça voulait dire qu'elles ne mangeaient pas tout le temps, qu'elles ne riaient pas sans arrêt, voire qu'elles ne parlaient pas beaucoup. Mais les dents noires, ce n'était pas juste une question d'esthétique, c'était aussi lié à la santé. Les mélanges qui noircissaient les dents contenaient des trucs comme du fer et du sulfate. Dans certaines régions, c'était même considéré comme bénéfique parce que ça empêchait les caries. Du coup, le sourire noir avait du sens, à la fois pour des raisons symboliques et pratiques. Mais pourquoi les gens faisaient ça? Parce que les codes de beauté de l'époque étaient carrément à l'opposé de notre obsession moderne pour la beauté naturelle. Ce qui était naturel, c'était vu comme brut, pas fini. Les soins extérieurs, l'artifice, c'était pas du fake. C'était une marque d'attention et de statut social. Quelqu'un qui se teintait les dents en noir disait en gros « j'ai l'argent et le savoir pour faire ça ». Et en plus, ces personnes étaient respectées dans la société. Ils avaient une particularité qui les rendait visibles.
Évidemment, tout le monde n'aimait pas cette pratique. Avec le temps, surtout dans les régions où l'influence occidentale grandissait, cette habitude a été dépréciée. La vague de modernisation a fait du sourire blanc un symbole de propreté et de progrès. Et les sourires noirs sont devenus une source de honte. Mais ça n'a pas pour autant diminué la valeur de cette intention d'autrefois. Comme toute tradition, elle avait du sens selon les normes de son époque. Aujourd'hui, si quelqu'un se colorait les dents en noir, ce serait sûrement perçu comme anti-esthétique ou moche. On trouve ça. Pourtant, si cette même personne avait vécu il y a des années, elle aurait même pu être acceptée parmi la noblesse, parce que l'esthétique n'est pas aussi universelle qu'on le croit. Elle change constamment sous l'influence du temps, de la société et même des croyances. À une époque, les dents en or étaient super précieuses, alors qu'à un autre moment, ce sont les dents toutes noires qui faisaient envie. Imagine un peu. Il y avait une obsession pour ça, un peu comme aujourd'hui avec les dents blanches, mais à l'inverse. Et les gens étaient prêts à souffrir, à utiliser des mélanges spéciaux pendant des jours juste pour ça. Et derrière ce sourire, il n'y avait pas que la beauté, mais aussi un sentiment d'appartenance, le mariage, etc. Il y avait aussi des significations sociales profondes, comme la maturité et la richesse. Peut-être que c'est pour ça que, quand on regarde le passé, des choses qui nous paraissent bizarres étaient en fait très importantes pour les gens de l'époque. Et notre boulot, c'est d'essayer de comprendre ces détails avant de les juger. Parce que chaque sourire se forme avec le temps, et chaque couleur raconte une histoire. Imagine un homme, fatigué. Il a bossé toute la journée et rentre chez lui. Un courrier l'attend. Il est invité. Ce soir-là, il va assister au bal le plus prestigieux de l'époque. En s'habillant, il se regarde dans le miroir, ajuste sa cravate, remet en place sa veste. Elle se recoiffe en arrière. Mais ce qui attire vraiment son attention, c'est l'apparence de sa femme. Sa taille fine, sa jupe bouffante, son corset qui lui remonte jusqu'au dos. Elle se tient là comme une statue devant lui. La femme sourit, mais elle n'arrive pas à respirer. Ce n'est pas de la beauté, c'est une épreuve. Toute la nuit, ce ne seront pas leurs paroles qu'on entendra, mais leur souffle. Parce que ce soir-là, c'est un spectacle visuel d'un corps construit avec des vêtements qui sera présenté. L'époque victorienne, c'était une époque où la beauté ne venait pas de la nature, mais de l'illusion. Aujourd'hui, ce que font les chirurgiens est l'équivalent des tailleurs de l'époque. Les créateurs utilisaient du tissu, de la couture et des liens pour faire ça. Les corps n'étaient pas façonnés pour refléter la réalité, mais pour coller au code esthétique de l'époque. Chaque femme devait être élégante, mais cette élégance ne venait jamais d'une forme naturelle du corps. Les corsets étaient les outils les plus connus. Soutenus par des baleines en acier, ces vêtements, qui ressemblaient à des os enfermés dans du tissu, serraient la taille des femmes jusqu'à 40 cm. Ce n'était pas qu'une question d'apparence. Avec ces habits, les femmes ne pouvaient pas manger, marcher confortablement, et parfois elles s'évanouissaient. Ils étaient serrés au point de ne plus pouvoir bouger. Pendant un temps, la question de savoir pourquoi les femmes tombaient toujours dans les pommes figurait même dans les livres de médecine. La vraie tenue était là. Mais ce n'était pas seulement valable pour les femmes. Les hommes aussi construisaient leur identité de haute société avec de faux remboursages aux épaules, des cannes et des parfums. À cette époque, un gentleman se jugeait à son apparence. Si son chapeau était de travers, son pantalon non repassé ou son col taché, il pouvait être accusé non seulement d'un manque d'esthétique, mais aussi d'une défaillance morale. Les femmes, elles, Ils portaient des jupons, se faisaient faire des fringues spéciales pour que ses hanches paraissent plus larges et sa taille plus fine. Avec certains vêtements, c'était impossible de s'asseoir, parce qu'en s'asseyant, sa jupe se retournait et son corset lui écrasait les côtes. Mais personne n'en avait rien à faire. Ce qui comptait, c'était juste d'avoir cette apparence. Un autre truc intéressant de ce faux esthétisme, c'était que ça renforçait les clivages sociaux. Les corps façonnés par ces artifices permettaient de distinguer direct les riches des pauvres. La paysanne avait la taille épaisse et les mains usées par les années. La citadine, elle, avait une taille fine comme un cygne. Les doigts devaient ressembler à un archet de violon. La différence ne se dessinait pas seulement par le revenu, mais aussi par le corps. Les corps créés par les vêtements étaient tellement répandus que les gens se sentaient étrangers à leur propre corps nu. Le vrai corps ne se montrait que sous la douche ou chez le médecin. Certains hommes étaient même choqués la première fois qu'ils voyaient leur femme nue la nuit. Parce que l'illusion esthétique était tellement puissante que les femmes semblaient presque devenir des œuvres d'architecture. À cette époque, un beau corps ne voulait pas dire naturel, plutôt compressé, refoulé. C'était l'idée de rehausser et de camoufler le corps.
Peut-être que ta poitrine est petite, mais avec une robe, elle peut paraître plus grosse. Peut-être que tes fesses sont plates, mais avec un remboursage, elles peuvent être mises en valeur. Peut-être que ton ventre ressort, mais un corset peut tout aplatir. Et au final, tout ça crée un standard de beauté que personne ne possède vraiment, mais cette illusion avait un prix. Essoufflement, compression des organes internes, problèmes de digestion, scoliose. Aujourd'hui, les corsets font un retour comme produit esthétique, c'est vrai, mais dans une perspective historique. Ils étaient le symbole de la douleur qu'on endure pour la beauté. Et à cette époque d'esthétique mensongère, les gens ne cachaient pas seulement leur corps, mais aussi leur identité. Parce que l'identité de chacun se mesurait à la longueur de sa jupe, à la finesse de sa taille, à l'inclinaison de son chapeau. La réalité sous l'apparence n'avait aucune importance. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas si différent. Avec les filtres, les applis, le maquillage, on se rend beau. Mais il ne faut pas oublier que ce cercle n'est pas nouveau. Seuls les outils ont changé. Le corset de l'époque, c'est un peu le Photoshop d'aujourd'hui. Et peut-être que c'est pour ça que le passé... Comprendre les corps créés par leurs vêtements nous aide à mieux saisir les pressions esthétiques d'aujourd'hui. Une jeune fille marche un matin sous la pluie dans les rues de Londres. Le bas de sa jupe est taché de boue. Le ciel est gris. Le vent lui fouette le visage, mais il y a une étrange vivacité sur son visage. Ses joues sont toutes rouges, ses lèvres d'un rose foncé, presque violet. Un homme qui passe lève la tête pour la regarder, puis un autre fait pareil. La fille sourit, mais ce sourire n'est pas sincère. Ses joues colorées ne sont pas celles d'une peau en bonne santé, c'est juste du maquillage appliqué sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est le produit d'un mélange chimique, personne ne sait. Cette fille se poisonne doucement chaque jour à cause de sa beauté. À l'époque victorienne, avoir l'air en bonne santé voulait dire que tu venais d'une bonne famille, que tu mangeais proprement, que tu étais presque noble. La pâleur, c'était la maladie, alors que la couleur, c'était la vitalité. Mais le truc marrant, c'est que cette vitalité était souvent pas vraie, elle était artificielle. Si t'avais pas de blush naturel, tu faisais quoi? Du maquillage, évidemment. Mais ce maquillage-là, c'était pas aussi innocent que le fond de teint d'aujourd'hui. Pour donner de la couleur aux joues, on utilisait du mercure. On utilisait des composés, des pigments à base de plomb. Pour que les lèvres paraissent plus foncées, on appliquait des extraits d'insectes, des rouges à lèvres à l'arsenic, voire parfois des morceaux de tissu trempés dans du vin. Les femmes étaient devenues comme des laborantines de chimie, mais sans être chimistes. Le mélange le plus populaire à mettre sur les joues, c'était le rouge à lèvres. Ce mot d'origine française voulait dire directement rose. Parfois, il contenait de l'oxyde de fer, parfois de la cinabre, un composé de mercure. Ces substances donnaient un joli rouge à court terme, mais à long terme, elles irritaient la peau. Ça provoquait des cloques, des chutes, voire des dégâts permanents. Ironique, non? En voulant paraître en bonne santé, on s'empoisonnait en fait la peau. Les rouges à lèvres n'étaient pas innocents non plus. Les fabricants de cosmétiques utilisaient des mélanges de moutarde violette, d'acétate de plomb et d'arsenic pour obtenir des couleurs plus foncées et durables. Certaines femmes mélangeaient de la cire d'abeille et des graisses animales pour que leurs lèvres brillent plus. Même si ces mélanges fondaient et coulaient dans la journée, ça posait pas de problème, parce que l'apparence comptait bien plus que la santé. C'était important. Le maquillage, ce n'était pas juste une question de beauté, c'était aussi un signe de statut. Un visage pâle faisait penser à une bonne qui bosse à la maison. Une femme aux joues rouges et aux lèvres bien marquées, c'était la dame de la haute société qui dansait au bal, recevait des invités et attirait l'attention. En gros, l'esthétique, ce n'était pas que pour faire joli, c'était comme une carte de visite sociale. Certaines femmes en faisaient trop avec leur blush, allant jusqu'à se tartiner directement de jus de betterave ou de framboise. Ça avait l'air naturel, mais laissé trop longtemps sur la peau, ça irritait grave. Pourtant, cette beauté un peu douloureuse, à l'époque, c'était ce qui se faisait. Parce que tout ça, c'était juste pour avoir l'air vivant. Au fond, ce que tu ressens à l'intérieur, ça comptait pas. La couleur sur ton visage écrasait la vérité. C'est bizarre. Certaines femmes faisaient même des efforts physiques pour faire monter leur tension. Elles montaient les escaliers, marchaient vite, se tapaient la joue. Comme ça, elles essayaient d'avoir un rouge naturel, parce qu'elles voulaient paraître vraies. Mais même cette authenticité, c'était le résultat d'un faux effort. Avec le temps, ces maquillages chimiques ont commencé à menacer la santé des femmes. Des taches qui partaient pas sur la peau, des troubles du système nerveux, des maux de tête, et même... Il y avait des fausses couches. Mais le problème ne venait pas d'un produit de beauté, c'était une attente sociale. À l'époque, les femmes n'avaient pas pour mission d'être belles, mais juste d'avoir l'air belles, peu importe le prix.
Pour les hommes, les joues rouges signalaient souvent qu'ils étaient ivres ou avaient trop bronzé. En gros, le maquillage, c'était que pour les femmes. Les hommes, eux, devaient rester naturels, tandis que les femmes devaient être travaillées. C'était juste une autre forme de pression culturelle sur le corps des femmes, parce que, même exister en tant que femme, c'était passer un examen d'esthétique. Aujourd'hui, quand on regarde le rouge, les joues rouges et les lèvres violacées peuvent encore nous évoquer la vitalité, mais autrefois, ces couleurs cachaient une toute autre histoire. Des peaux marquées par le plomb, des nerfs abîmés par l'arsenic, des corps empoisonnés au mercure. Du coup, il faut se demander maintenant, la beauté, c'était vraiment être en bonne santé, ou bien c'était prendre des trucs pas sains pour du beau? Peut-être que la vraie maladie, c'était de normaliser le fait de s'empoisonner juste pour paraître. Une jeune femme, dans la vingtaine, elle s'appelle Eleanor. Chaque matin, elle se réveille, elle passe ses doigts dans ses cheveux pour les coiffer, puis elle se touche le visage. Il fouille. Il n'y a ni miroir dans sa chambre, ni un bol d'eau claire pour voir son reflet. Il ne voit pas son visage. Il sent juste qu'il manque un truc à cause de la moue de sa mère, des chuchotements des voisines, des regards fuyants des hommes au marché. Parce qu'à l'époque victorienne, à Londres, la beauté, ça se mesurait pas à l'œil, mais à la façon de parler. Il n'y avait pas de miroir, mais il y avait plein de jugements. Aujourd'hui, c'est souvent les miroirs qui décident de la beauté. On se regarde, on se juge soi-même. Mais à l'époque victorienne, la plupart des femmes n'avaient même pas de miroir chez elles, surtout celles dans la classe pauvre. Avoir un miroir, c'était un luxe. Ceux qui avaient de l'argent gardaient leur miroir couvert à la maison, parce que se regarder trop dans le miroir, c'était vu comme de l'arrogance. Du coup, une femme se sentait belle selon ce que les autres lui disaient. La beauté, c'était un jugement, une étiquette qui sortait de la bouche des autres pour s'imprimer dans l'esprit d'une femme. La vision de la beauté dans la société, c'était toujours la même. Peau blanche, petit nez, taille fine, voix basse. Mais ces idéaux étaient impitoyables envers celles qui ne les avaient pas dès la naissance. Des milliers de femmes comme Eleanor s'évaluaient à travers les commentaires, les joues un peu rondes, les cheveux très foncés, les sourcils épais. La beauté, c'était quelque chose qu'on façonnait avec des critiques. Le miroir ne montrait rien, mais tout le monde avait son avis à donner. Pour les hommes, la beauté, c'était pas une nécessité, juste un détail. Pour les femmes, c'était une condition pour exister. Quand Eleanor allait au marché, elle ne choisissait pas juste des fruits, elle jaugeait aussi dans le regard du marchand de fruits qui essayait de lisser sa moustache si elle était belle ou pas. Une fleuriste lui avait même dit « Ma fille, si seulement tu mettais un peu de blush. » Une aiguille se plantait dans le cœur d'Eleanor. Parce que la beauté, c'était synonyme de respect. Une belle personne était plus écoutée, moins jugée. Avec le temps, les femmes se sont renfermées sur elles-mêmes. Comme elles n'étaient pas toutes pareilles, elles ont commencé à imaginer leur propre image. Ces images se formaient selon les commentaires qu'elles entendaient. Un jour, si une femme entendait « Tu as un regard tellement doux », elle croyait que ses yeux étaient beaux. Mais si le lendemain quelqu'un disait « Ton nez est un peu gros », cette confiance en la beauté commençait à craqueler. C'est comme ça que les femmes construisaient leur image à partir des phrases des autres. Elles l'avaient construite. C'était à la fois fragile et déconnecté de la réalité. Avec le temps, la beauté s'est mise à se définir de plus en plus par les comparaisons. Quand Eleanor est allée au mariage de sa cousine, elle a regardé les autres femmes en notant ses propres défauts. Sa robe était plus éclatante, ses cheveux mieux coiffés, son sourire plus élégant. La beauté ne se dégradait plus seulement par les critiques, mais aussi par les comparaisons. Chaque femme avait peur de paraître moins bien à côté d'une autre, parce que la société avait transformé la beauté en une compétition. Être dépendante des critiques au lieu du miroir, ça détruit la confiance en soi. Ça a tout changé. Les femmes ajustaient leurs valeurs selon ce que les autres disaient. Aujourd'hui, quelqu'un qui se regarde dans le miroir et se dit « Je suis belle » ne pouvait même pas oser y penser à cette époque, parce que se trouver jolie, c'était péché. Et accepter en silence, c'était une vertu. Même si Eleanor se trouvait belle un jour, elle ne pouvait rien en dire à personne, parce qu'il n'y avait pas de miroir. Mais il y avait le jugement, les critiques. Et ces critiques empêchaient une femme d'être honnête même avec elle-même. Le pire, c'est que la définition de la beauté venait des hommes, et c'était les femmes qui la suivaient. Les femmes se jugeaient entre elles selon le regard des hommes.
Ce que disaient les hommes devenait la norme. Du coup, comme Éléonore, des millions de femmes n'ont jamais vraiment été belles à leurs propres yeux. Elles ont toujours essayé de plaire à quelqu'un d'autre. Finalement, Éléonore a réussi à caser un miroir dans ses années sans miroir. Mais quand elle s'est regardée dedans, elle n'a pas vu son reflet, mais toutes les phrases qu'elle avait entendues. Le regard insatisfait de sa mère, l'indifférence du marchand de légumes, les commentaires jaloux de la voisine. Le miroir n'était pas juste une vitre, c'était un rassemblement de tous les maux du passé. Ça aurait pu être différent. Éléonore, or ici, elle ne voyait pas son propre visage, mais celui que la société lui avait collé. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez sûrement remarqué que la beauté ne commence pas toujours dans le miroir. Parfois c'est la parole des gens, leur regard ou leur silence qui deviennent le reflet le plus puissant. Mais quand ces miroirs se brisent, qu'est-ce qu'il reste? Ce soir, sur la chaîne Histoire et Sommeil, on a fait un voyage dans les coins les plus secrets du passé. Si vous avez aimé ce récit, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous de la vidéo et partager dans les commentaires ce que vous savez du passé. Vous pouvez partager des rituels de beauté insolites. On se retrouve bientôt dans de nouvelles histoires. Fermez les yeux. On continue de vous raconter.